Salut à tous et bienvenue dans Le Monde en carte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Birmanie et aux violences qui touchent les Rohingyas, minorité musulmane birmane. Nous allons essayer de prendre du recul et de mettre en perspective ce conflit, résultat de décennies de tensions accumulées. C'est parti. La Birmanie est un pays d'Asie du Sud-Est, le plus grand de cette région en superficie avec ses 676 000 km². C'est juste un peu plus que la France. Sa capitale est Naypyidaw. Ses voisins sont le Bangladesh et l'Inde à l'ouest, la Chine au nord et le Laos et la Thaïlande à l'est. Le pays compte 51 millions d'habitants qui, pour beaucoup, vivent dans la grande plaine située dans le centre du pays, irriguée par plusieurs fleuves. Le reste du territoire étant principalement composé de régions montagneuses et côtières. 135 groupes ethniques sont officiellement recensés, et le groupe majoritaire est l'ethnie Bamar, qui représente presque 70% de la population et dont les membres vivent justement dans cette grande plaine centrale. Nous pouvons dire que cette ethnie est dominante, elle occupe les zones les plus riches, domine les sphères de l'État et est très représentée dans l'armée. 90% de la population est bouddhiste, dont justement les Bamar, environ 6% est chrétienne et 4% est musulmane. Parmi les musulmans sont comptés les Rohingyas, groupe qui va nous intéresser. Ils vivent dans le nord de l'État d'Arakan, près de la frontière avec le Bangladesh. Avant la crise actuelle, le nombre de Rohingyas vivant en Birmanie était estimé à environ 1,3 million, et 1 million de plus vivraient en exil. Ce groupe est considéré par l'ONU comme l'un des peuples les plus persécutés au monde. Les tensions avec les bouddhistes sont très fortes et depuis plus de 50 ans, des violences ont lieu régulièrement. Ils sont marginalisés et leur situation est souvent comparée à l'apartheid en Afrique du Sud. Alors pourquoi sont-ils persécutés ? Pourquoi existe-t-il une rivalité entre musulmans et bouddhistes dans cette région du pays ? Pour répondre, il va falloir remonter jusqu'à 200 ans en arrière, lorsque la Birmanie faisait partie de l'empire colonial britannique. Dans le contexte de la constitution de son empire des Indes, la couronne britannique mène une guerre contre la Birmanie entre 1824 et 1826. Durant cette guerre, les Rohingyas combattent du côté britannique, contre les Birmans. La guerre sera remportée par les Anglais et la période coloniale verra de nombreux travailleurs Rohingyas et plus largement musulmans s'installer dans la région. Plus d'un siècle plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, des combats ont lieu entre musulmans et populations bouddhistes. Les musulmans prennent le parti des Anglais et combattent du côté des Alliés, tandis que les bouddhistes soutiennent le Japon et l'Axe, y voyant l'opportunité de reprendre leur indépendance. Des massacres ont lieu dans les deux camps en 1942 et 1943. Enfin, en 1948, au moment de l'indépendance de la Birmanie, des Rohingyas prennent les armes et demandent soit l'indépendance de leur territoire dans le nord de l'État d'Arakan, soit son rattachement au Bangladesh, pays à majorité musulmane voisin. Aucune des deux revendications n'est acceptée. On voit donc qu'une rivalité ancienne s'est installée au fil des années, et celle-ci va s'accroître dans la seconde partie du XXe siècle, notamment sous la dictature militaire. 14 ans après l'indépendance, en 1962, le coup d'État du général Ne Win permet la mise en place d'une dictature militaire en Birmanie. Les régions périphériques sont pillées de leurs ressources naturelles au profit des Bamar, ce qui ravive les tensions entre ethnies. En effet, face aux revendications des Arakanais, qui demandent une meilleure répartition des richesses, la junte répond en expliquant que la pauvreté est due notamment à l'immigration incontrôlée de musulmans et de leur taux de fécondité élevé. Pour ne rien arranger la situation, en 1971, une guerre a lieu au Bangladesh, ce qui a pour conséquence la fuite de nombreux réfugiés bangladais musulmans en Birmanie. Les Birmans voient ici la confirmation que les populations musulmanes et les Rohingyas sont les raisons de tous leurs maux. La marginalisation atteint son paroxysme lorsqu'en 1982, la junte fait passer une loi qui accorde la nationalité birmane à 135 ethnies différentes vivant en Birmanie. Les Rohingyas n'en font pas partie. Ils sont considérés dès lors par la junte comme des migrants illégaux devant retourner sur leur terre d'origine, le Bangladesh. Problème, les Rohingyas n'ont pas la nationalité bangladaise. Ils deviennent alors apatrides, sans aucune nationalité. Statut extrêmement précaire. De plus, le Bangladesh, pays pauvre et surpeuplé avec une densité de population de presque 1200 habitants par kilomètre carré, nous sommes à 116 habitants par kilomètre carré en France, n'a pas du tout l'envie et pas forcément les moyens d'accueillir tous ces réfugiés. Régulièrement donc, des Rohingyas vont fuir vers le Bangladesh, mais y être rejetés et revenir en Birmanie. Ce sera le cas notamment lors de deux grosses vagues de migration en 1978 et 1991, où ce seront respectivement 200 000 et 250 000 Rohingyas qui seront ballottés entre les deux pays. Une partie de ceux qui reviennent en Birmanie sont parqués dans des zones en dehors des villes et réservées aux Rohingyas. Bien souvent, ils n'ont ni eau courante, ni électricité et jamais de service public. À partir de 1992 et jusqu'en 2013, les Rohingyas seront persécutés par la NASACA, corps des gardes-frontières de l'État birman actif dans le nord de l'État d'Arakan.
Mais cette unité s'apparente finalement plus à une milice indisciplinée qui agit en toute impunité. La Nasaka va s'attacher à faire respecter la loi de 1982. Les Rohingyas, apatrides, ne peuvent pas étudier, ni posséder de terres, ni être embauchés dans la majorité des emplois disponibles. Parallèlement, le discours anti-Rohingya se radicalise également chez les bouddhistes, porté par des groupes de moines extrémistes, notamment Ashin Wiratu. Des appels au boycott des magasins musulmans sont faits et les moines entretiennent la haine et la peur du musulman en expliquant qu'ils vont finir par supplanter les populations bouddhistes via les mariages et du fait, encore une fois, de leur haut taux de fécondité. Mais après 49 ans de dictature, en 2011, le régime militaire est remplacé par une démocratie, dont on pourrait espérer qu'elle sonne la fin des persécutions pour ce peuple. En 2011 donc, la junte militaire perd le pouvoir au cours d'élections libres. Pour autant, la démocratisation du pays ne s'accompagne pas forcément d'amélioration des conditions de vie pour les Rohingyas, et en 2012, un événement va mettre le feu aux poudres. Fin mai, une femme arakanaise est violée par 3 musulmans près du village de Kyop Nimeo. Dans les semaines qui suivent, des affrontements ont lieu entre populations musulmanes et arakanaises, jusque dans Sittwe, la capitale de l'État. Les Arakanais, mieux organisés, prennent le dessus. Les violences font 78 morts, 87 blessés et 100 000 personnes sont déplacées. Après cela, les Arakanais bouddhistes n'auront plus le droit de vendre des produits aux musulmans, ni de les employer, ni d'avoir aucune relation avec eux, car ils seraient cruels par nature. La propagande est plus forte que jamais. Des violences ont également lieu en octobre 2012 et en mars 2013. Elles sont minutieusement préparées du côté arakanais. Les villes de Kyopphyu et Emrokhu sont notamment touchées. Voici la ville de Kyopphyu. Un quartier musulman a été entièrement incendié. Le voici avant et après l'incendie. Par la suite, tout a été rasé. Ces enchaînements de violences ont inévitablement conduit à la création d'une milice armée côté Rohingya en 2013, l'ASRA, armée de secours des Rohingyas de l'Arakan. Cette milice ne va être réellement active qu'à partir d'octobre 2016, quand elle commence à recruter davantage de combattants et à mener quelques attaques. Les choses s'enveniment lorsqu'en août 2017, l'ASRA mène des attaques coordonnées d'une vingtaine de postes frontières birmans, qui feront 12 morts chez les policiers. La réponse de l'armée birmane est violente et une campagne de représailles est lancée dans la région. Il est très difficile de savoir ce qu'il s'y passe. En effet, seules 2 organisations humanitaires sont autorisées d'accès. La situation est donc connue principalement via les témoignages des réfugiés arrivés au Bangladesh. Ces témoignages confortent les thèses de nettoyage ethnique, d'incendies de villages, de viols, de meurtres et d'actes de torture. Depuis fin août, plus de 600 000 réfugiés sont arrivés au Bangladesh. Ils viennent s'ajouter aux 300 000 déjà présents. Ils s'entassent dans des camps dans le sud du pays. Il est estimé qu'ils seront plus d'1 million à la fin de l'année 2017. L'exode des Rohingyas est actuellement considéré comme le plus important depuis le génocide rwandais de 1994. Il manque à peu près de tout dans ces camps. Eau, nourriture, électricité, produits d'hygiène. Les Rohingyas y vivent dans une précarité absolue. Et tout comme lors des précédentes vagues migratoires, le Bangladesh n'a toujours pas les capacités de recevoir correctement tous ces réfugiés. Depuis les violences de 2012, des routes migratoires sont également apparues. Entre 2012 et 2013 principalement, beaucoup de réfugiés ont essayé de fuir vers la Thaïlande et surtout la Malaisie et l'Indonésie, pays à majorité musulmane. Cela a engendré un véritable trafic de migrants par des réseaux mafieux. Les réfugiés sont entassés dans des navires qui sont d'ailleurs parfois déroutés de leur destination par les autorités indonésiennes ou malaises. Et une fois débarqués, ils sont retenus dans des camps et ne sont libérés que contre rançon envoyée par les familles restées en Birmanie. Face à cette situation, le gouvernement birman n'a été que très peu entendu malgré les pressions internationales. La conseillère d'État Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991 et considérée comme le véritable espoir pour une Birmanie démocratique et apaisée, est vivement critiquée. Alors quelles sont les raisons qui la poussent au silence ? Aung San Suu Kyi représente l'opposition pacifique à la junte militaire en place jusqu'en 2011. Elle a combattu politiquement le régime, a été assignée à résidence, surveillée et même emprisonnée pour cette raison. Son parti politique, la Ligue nationale pour la démocratie, ou LND, gagne les législatives de 2015 aux 2 chambres du Parlement, et elle est nommée conseillère d'État. Dans les faits, c'est elle qui dirige l'exécutif. Le projet politique prioritaire d'Aung San Suu Kyi est de mettre en place une réconciliation nationale, d'instaurer une démocratie solide et de bâtir une nation unie. Rappelez-vous ce que je vous disais dans l'introduction. La Birmanie abrite 135 ethnies différentes. Certaines ont été en conflit contre l'État ou le sont encore aujourd'hui, notamment dans l'est du pays. Le sort des Rohingyas n'est donc bien malheureusement pas sa priorité.
Deux éléments sont également à prendre en compte. Premièrement, la fin de la junte militaire ne s'est pas faite via un coup d'État, via une guerre civile ou une révolution. La transition s'est faite relativement calmement, et la junte a pu négocier ce changement de régime. Elle contrôle donc aujourd'hui largement l'armée et possède 25% des sièges au Parlement. Deuxièmement, rappelez-vous qu'une grande partie de la population birmane est clairement anti-musulmane. Aung San Suu Kyi craint donc de perdre le soutien de la population si elle se positionne en tant que défenseuse des Rohingyas. L'armée pourrait alors en profiter pour reprendre une partie de son pouvoir d'antan, voire de reprendre le pouvoir tout court. Ce serait donc le risque pour la conseillère d'État de voir tout son projet réduit à néant. Voilà donc des raisons au moins politiques qui peuvent expliquer la relative inaction d'Aung San Suu Kyi. Évoquons également rapidement le rôle supposé de la Chine dans ces conflits. Les deux pays sont des alliés historiques et la Chine voit un intérêt non négligeable dans la position géographique de la Birmanie. La Chine importe la plus grande partie de ses hydrocarbures, dont beaucoup viennent du Moyen-Orient. Le problème est que pour atteindre les ports chinois, ces hydrocarbures doivent passer non seulement par le détroit de Malacca, mais également par la mer de Chine méridionale. Deux espaces qui sont l'objet d'enjeux géopolitiques dans la région. Pour contourner ces routes et sécuriser ses importations, la Chine a donc construit un gazoduc et un oléoduc passant en Birmanie par l'état d'Arakan jusqu'à la province chinoise du Yunnan. Les Chinois ont donc tout intérêt à ce que la région soit pacifiée, et l'expulsion des Rohingyas serait synonyme de pacification. Elle soutient donc le gouvernement birman et s'oppose à des sanctions internationales de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel elle siège. La démocratisation du pays n'a donc pas pour l'instant amélioré les conditions de vie des Rohingyas. Leur avenir est très incertain, les tensions sont profondément ancrées et il faut admettre qu'il est difficile d'imaginer un avenir serein pour ce peuple sur le territoire birman, où la population a été la cible de décennies de propagande anti-musulmane. L'espoir réside dans un renforcement du pouvoir du gouvernement d'Aung San Suu Kyi face aux militaires dont l'influence est toujours bien présente. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir un peu éclairci la situation qui n'est bien souvent que survolée dans les médias. La mise en perspective est donc encore une fois, à mon avis, nécessaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne car d'autres vidéos vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus légers. Salut!